retour dans Passion Patrimoine. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est dans les conditions du direct sur un stand justement. On a délocalisé le studio en direct de Patrimonia 2023. C'est notre première session qu'on a le plaisir justement de faire avec notre partenaire, le groupe Premium, qui donne la parole justement à son réseau, à ses partenaires. Et j'ai justement le plaisir d'avoir à mes côtés Benjamin Billard. Bonjour Benjamin. Bonjour Karine. D'Amiral Gestion, directeur général. On va bien sûr se concentrer sur le sujet du jour, les obligues et les actions qui sont un petit peu vos bons tuyaux, si on peut parler comme ça. Mais avant tout, on va revenir sur ton parcours parce que c'est la première fois que je t'ai au micro. Et puis aussi, on va parler d'Amiral Gestion. Tu vas nous parler bien sûr d'actualité, mais surtout de la genèse de cette société qui a combien d'années d'ailleurs ? Qui fête ses 20 ans cette année. 20 ans. Voilà, exactement. Donc c'était une année importante pour nous. On a été créé donc en 2003. Donc 2023, un peu l'occasion... Quand on a 20 ans, c'est pas trop l'âge de regarder en arrière et de se satisfaire de ce qu'on a déjà réalisé, mais au contraire de se projeter sur les 20 prochaines. Ouais. Et c'est vraiment dans cette dynamique dans laquelle Amiral se projette pour les années à venir. Donc Amiral 20 ans, et toi Benjamin, tu as rejoint Amiral en quelle année ? Ça fait combien de temps alors ? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, donc voilà. Belle tranche de vie. C'est un long parcours, c'est un beau mariage. Avant, tu étais en banque privée, enfin c'est quoi un peu ton parcours rapidement ? Mon parcours, c'était, je voulais être sales action. Ouais. Tout début de ma carrière, et puis donc j'avais fait beaucoup d'analyse financière, j'avais fait beaucoup de stages en fusion-acquisition. Et à un moment donné, il a fallu faire un choix et c'était pile poil le moment où MiFID est arrivé. Et tu sais, ça a été un petit peu destructeur de valeur pour les bureaux de recherche et pour le métier de vendeur action. Donc je me suis tourné vers l'asset management et donc j'ai toujours privilégié moi les sociétés de stock picking, donc de sélection de valeur. Comme je te disais, je venais de l'analyse financière, donc j'aime bien les histoires de boîtes, j'aime bien rencontrer le management et j'aime bien les gens qui investissent et ce qui accompagne le développement de ce tissu PME, ETI français, européen. Donc j'ai toujours travaillé pour des sociétés de gestion indépendantes avec un biais de stock picking très prononcé. Donc j'étais avant chez Tocqueville Finance jusqu'en 2012 et je suis arrivé en janvier 2012 chez Amiral Gestion. Et ça a été... profil un peu salle de marché, très bien, non ? Ça a été vraiment génial comme rencontre. Ouais. On était tout petit, je suis arrivé, j'étais le 12e collaborateur. Ah oui. On gérait 180 millions d'euros d'encours, 200 millions d'encours. Et tu vois, quelques années après, on est 54 collaborateurs et on gère à peu près 4 milliards d'encours. Alors généraliste au départ ou vous êtes très vite spécialisé ? Comment ça on se était passe ? très vite, on était nous plutôt très spécialisés sur l'univers des petites et moyennes valeurs européennes. C'est encore notre marque de savoir-faire, encore une grande partie de l'équipe de gestion est dédiée à cette classe d'actifs. On gère d'ailleurs des mandats pour les plus grands institutionnels français, la Caisse des dépôts, les RAF, sont les FRR sont des clients d'Amiral Gestion sur cette classe d'actifs qu'on apprécie toujours beaucoup. Mais pourquoi d'ailleurs c'est vrai qu'on s'est diversifié. Des institutionnels parce que c'est une classe d'actifs qui sur longue période est très rentable. Ouais. Et parce qu'on parle aussi toujours de donner un peu de sens aussi à son épargne. Donc il y a un investissement sociétal en quelque sorte. Exactement, c'est le rôle sociétal d'Amiral Gestion de accompagner ces porteurs de projets, accompagner ces entrepreneurs de talent dans la durée, financer leur développement au travers de l'action, mais également parfois des equity, des obligations. Et ça, c'est vraiment génial. Et maintenant, on a un autre challenge devant nous, c'est aussi les accompagner vers la transition. Alors on va en parler, Benjamin, ne spoil pas mon épisode, on va en parler, on va se concentrer, c'est intéressant ce que tu dis parce que mon invité d'avant justement parlait de cette place de ces PME, ces ETI, ces indépendants qui finalement représentent qu'un tout petit pourcentage dans la balance des investissements mondiaux, voire même français. Est-ce que tu penses toi aussi qu'au niveau politique, là je fais un petit aparté mais c'est important, on a quand même beaucoup de travail ? Alors, je pense que les institutions politiques se rendent compte avec tout le phénomène de réindustrialisation, de transition écologique. Voilà, on a besoin aujourd'hui, dans la guerre numérique aussi, de faire émerger ces boîtes de talent et ces boîtes d'avenir demain. Et je pense que les initiatives de la création du PEA-PME, il y a maintenant 10 ans, n'a pas forcément rempli tous ses objectifs, mais participe quand même au financement de l'économie réelle. On l'a vu plus récemment avec les labels Tibi, où là on va essayer de financer les boîtes de tech
françaises, européennes. Voilà, je pense qu'il y a quand même des initiatives, il faut qu'elles continuent. Mais je pense que c'est aussi de la responsabilité des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et des épargnants de choisir cette classe d'actifs qui fonctionne très très bien sur le long terme. Alors justement, les CGP, c'est ceux qui nous écoutent et qui font la force justement de cette émission. Par le biais justement de Premium, on a justement tout un écosystème qui permet d'avoir une offre très large dont tu fais partie avec des partenaires et des offres pléthoriques. Tu voulais aujourd'hui qu'on fasse un focus sur ce qui est devenu une belle opportunité versus l'année dernière, un beau gadin, c'est les obligataires. Après, on va parler d'actions aussi parce que j'ai compris aussi que c'était ton parcours en quelque sorte. Mais revenons sur justement cette famille, les obligations. Est-ce que rapidement pour les novices, parce qu'il n'y a pas que du B2B qui nous écoute, on peut revenir sur ce qui est le principe même d'une obligation, un titre de dette d'entreprise? Est-ce que tu peux rappeler la stratégie? Une dette d'entreprise, vous jouez, pour faire simple, vous jouez le rôle de votre banquier sur un prêt immobilier. Quand vous avez besoin d'acheter un appartement, vous allez voir un banquier et en fonction de votre profil, c'est-à-dire vos caractéristiques, vos revenus, votre âge, toutes ces notions de risque en fait, vous allez avoir, en fonction de la durée, vous allez avoir un taux. On va vous prêter à, alors hier à 1%, aujourd'hui plutôt à 3-4. Voire Quoique plus, ce matin j'entendais que le ministre des Finances va peut-être repenser les taux, alors on croise les doigts, on va peut-être s'arrêter à 4-5. Très bien. Mais donc voilà, c'est exactement le même principe. Moi je peux prêter de l'argent à des entreprises pour financer leurs besoins en fonds de roulement, pour financer l'acquisition, de l'investissement, de la recherche et développement, de la transition. Voilà. Et le but, en fait, la contrepartie, c'est qu'on reçoit des intérêts chaque mois ou chaque trimestre ou chaque semestre. En fonction du profil de la société, de sa solidité financière et de l'horizon de placement, elle va me donner un taux plus ou moins important. Et comme pour les particuliers, quand ils empruntaient hier pour un achat immobilier à 0%, moi, hier, quand je voulais prêter à une entreprise de très bonne qualité, elle me disait oui, mais je te prête à 0. J'exagère, c'était plutôt 1 ou 2. Donc, elle ne me redonnait que 1% d'intérêt. Aujourd'hui, ces mêmes entreprises, sur un horizon de 4 ans, et je regarde les entreprises de très bonne qualité, elles vont me payer du 5-6%. Donc, c'est très confortable. J'ai à nouveau du revenu qui se libère et du rendement sur la partie obligataire. Donc pour les investisseurs, c'est un nouveau champ des possibles. Ce n'était pas très intéressant hier de placer pour gagner 1%. Là, vous aurez gagné 4-5. Donc l'obligataire revient dans la classe d'actifs. Benjamin, alors on va y revenir justement à ce boom, à cette recrudescence. Puis là, on est au plus haut, donc forcément, c'est le moment d'y aller. Belle opportunité. Je voudrais juste faire la différence entre les obligations. Est-ce qu'on parle d'obligations d'État aussi ou c'est... Oui. Tu peux faire le distinguo entre les deux? Ce qu'on appelle les obligations d'État, c'est ce qu'on pourrait appeler la dette des États. Ouais. Et généralement, quand on parle de la dette des États, on parle plutôt des États solides. Donc, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, la France, c'est un petit peu plus risqué, mais c'est très solide. Tu vas me dire ça dépend du profil d'investisseur. On pourrait appeler le taux sans risque. Okay. Et ça, vous allez gagner 4-5% aux États-Unis. En France, aux alentours de 4 aussi, sur 10 ans, pour faire simple. En revanche, les obligations d'entreprise, il y a des très très belles entreprises, très solides. Alors, je ne vais pas citer des géants du luxe parce qu'elles n'ont pas besoin d'émettre de la dette. Non, mais vous imaginez bien que prêter de l'argent à L'Oréal est moins rémunérateur qu'une boîte qui rencontre aujourd'hui des difficultés de financement ou des difficultés dans son bilan. Donc là, elle va avoir un meilleur taux. Benjamin, et là, je peux aller jusqu'à 7-8%. On peut investir dans des obliques en private equity ou c'est que sur des boîtes cotées? Oui, vous avez raison. On peut aussi investir dans ce qu'on appelle de la private debt. Et là, effectivement, vous avez de la dette de sociétés, d'infrastructures non cotées en bourse. D'accord. Et il y a des dettes qui sont émises aussi par des boîtes non cotées. Mais ça, nous, on ne fait pas du tout, en tout cas dans les fonds Sextant Grand Large ou dans les fonds avec bond picking, que le groupe Premium aime bien. On ne fait pas du tout de dette privée dans l'intérieur de nos fonds. Alors, c'est quoi le marché actuel? Il y a des beaux jours devant nous. Versus l'année dernière, on a vécu un véritable crash qu'on n'avait pas vu depuis des années, même voire over. Ouais. Pourquoi? Alors déjà, comment on investit dans des obliques? C'est quoi le marché? Et c'est quoi les risques?
Je suis pas super doué, moi, pour vous faire des projections et vous dire si ça va monter, descendre, ça, j'en sais rien. Ce qu'on peut, en revanche, partager aujourd'hui, c'est le constat. C'est qu'aujourd'hui, si vous allez sur les fonds datés, par exemple le marché, on a beaucoup parlé, les asset managers ont beaucoup parlé des fonds obligataires datés depuis maintenant 12-18 mois, c'est toujours intéressant d'en faire. Vous figez un taux. Vous dites d'ici à 2027, je vais gagner 6% tous les ans en moyenne sur un portefeuille donné, hormis le coût du risque qui peut exister, c'est-à-dire que vous avez dans votre portefeuille un défaut. Okay. Mais ça reste quand même toujours très confortable avec un revenu assez lisible et prudent. Ça, ce n'était pas possible de le faire il y a 4-5 ans parce que vous aviez zéro rendement. Donc aujourd'hui, dans votre allocation, vos clients, on est quand même tous là pour en fait préparer la retraite, faire croître l'épargne de nos partenaires, de nos clients, investisseurs. Et donc là, on peut avoir sur des profils de risque extrêmement prudents 5-6% de performance. C'est significatif. 5-6 rapidement, parce que je voudrais aussi qu'on parle des actions, on aura 10 minutes pour les actions. D'un point de vue fiscal, est-ce que c'est intéressant l'obligataire ? Alors, d'un point de vue fiscal, dans l'assurance vie, bien sûr. Après, donc c'est intégré dans des produits structurés d'assurance vie. Oui, c'est intégré dans l'assurance vie. Vous pouvez le faire sur le compte titre. Enfin, c'est la même chose que les actions. C'est des revenus financiers. Donc il n'y a pas de choses particulières. C'est quoi les risques ? Le taux de défaut. Le taux de défaut. Le défaut. C'est-à-dire que tu peux revenir sur cette notion ? Oui, c'est comme c'est exact. Je reviens sur mon exemple de prêt immobilier. C'est la personne qui aujourd'hui ne peut plus payer les échéances de son appartement. Donc là, vous êtes obligé d'aller saisir l'appartement. Le banquier est obligé de saisir l'appartement. Là, le problème, c'est effectivement l'entreprise qui s'était trop endettée et qui aujourd'hui n'arrive plus à rembourser sa dette. Et donc là, ça devient très compliqué parce que vous ne récupérez pas non plus une entreprise comme ça. Donc c'est une guerre juridique. Donc ça, c'est toute la capacité qu'ont les équipes de gestion à sélectionner les bons emprunteurs, les bonnes sociétés émettrices de souches obligataires. Et ça, c'est le travail du picking. Donc comme sur les actions, on peut faire du stock picking, là, on va faire du bond picking, de la sélection d'obligations. Alors, tu m'as fait une très belle transition avec les actions qui... on l'a vu l'année dernière, selon le contexte, on aurait pu tous s'effondrer et puis c'est les résultats d'entreprises et bien sûr la hausse des taux des banques directeurs qui ont permis, on va dire, de gérer la situation et l'inflation. Alors, c'est quoi comment miser justement sur... c'est quoi la stratégie en quelque sorte ? C'est du rendement sur la durée, c'est avoir un profil un peu risqué mais pas trop. C'est quoi la bonne répartition action-obligation ? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, sur les marchés actions, on est sur des niveaux de moyenne relativement hautes. C'est-à-dire que malgré la correction que tu as soulignée l'année dernière, les niveaux de valorisation historiques sont relativement hauts. Okay. Donc, moi, quand on dit ça, on se dit il faut en mettre moins. Mais ce qui se passe, c'est que derrière cette légère survalorisation, il y a une grande disparité. Il y a des classes d'actifs, il y a des actions qui valent très très cher et d'autres qui valent pas cher du tout. Je donne un exemple, moi ce que j'aime beaucoup, on parlait en introduction des petites et moyennes valeurs. Les petites et moyennes valeurs qui historiquement surperforment les larges depuis 4 ans, sous-performent les large cap. Il y a une prime à la liquidité sur les large cap et aujourd'hui on est sur des niveaux de valorisation sur les small cap qui sont comparables à la crise de 2008. Ouais. Comparable à la crise de 2011. Comment tu l'expliques ? On a beaucoup de mal à se l'expliquer. C'est très long comme période. Je pense que là, on est quand même dans un marasme. Aujourd'hui, la hausse des taux, décidée par les banquiers centraux pour lutter contre l'inflation, ont fait qu'aujourd'hui, les PMI, l'économie est censée ralentir. Et donc, les PMI sont très faibles et que du coup, tout le monde s'attend à une petite récession. Et que donc du coup, s'il y a une petite récession, je ne vais pas forcément aller investir sur des boîtes de plus petite taille parce qu'elles pourraient être plus fragiles. Ce qui n'est pas vrai du tout dans la vraie vie, puisque en fait, dans les petites et moyennes valeurs, vous avez plein de leaders mondiaux qui ont la capacité de ce qu'on appelle le pricing power, encore pardon pour cet anglicisme, mais à la capacité qu'ont les chefs d'entreprise à passer les hausses de charges qu'ils ont eues dans les achats à leurs clients, donc ils vendent plus cher. Voilà. Et ça fonctionne très bien sur les small caps, certaines small caps. Là encore, c'est du travail de picking.
Mais je pense que tant qu'il n'y a pas une réelle inversion de tendance, l'appétit sur les small va être assez faible. Mais c'est aujourd'hui, il faut les acheter. Si on a 10 ans devant soi, c'est vraiment une classe d'actifs pas chère et qui délivre sur le long terme. C'est bizarre parce qu'avant, il y avait une vraie scission, une vraie différence comportementale entre son choix entre obligations et actions, avec un vrai parti pris. Je ne sais pas si oui. tu vois ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que depuis l'année dernière, le contexte macroéconomique, même géopolitique, les résultats d'entreprise, les chiffres PMI, tout a été un petit peu, c'est l'effet boomerang. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on a autant de risques dans l'un ou... Enfin, il y a aussi un fort côté approche émotionnelle, tu ne trouves pas ? Alors, non, je pense qu'il y a une approche très rationnelle, au contraire. Moi, je trouve qu'il y a les deux, quand même. On est dans quelque chose de très rationnel. Aujourd'hui, tu peux, encore une fois, bien gagner ta vie sans prendre des risques démesurés. Donc, en fait, ce serait presque une faute professionnelle de ne pas regarder les obligations. Les regarder hier, effectivement, il fallait se poser la question. Mais bien sûr. J'étais obligé d'avoir une maturité relativement longue pour ne pas gagner grand-chose. Aujourd'hui, oui, ça peut monter, oui, ça peut baisser. Mais globalement, j'ai déjà un revenu aujourd'hui qui est satisfaisant. Peut-être que les taux vont continuer à monter et peut-être que demain, je vais gagner 7 au lieu de gagner 6. Mais ce que j'achète aujourd'hui, je le gagne même déjà 6. C'est déjà beaucoup d'argent. Ouais, c'est déjà beaucoup. Et donc, hier, on était content de gagner 2. Pourquoi aujourd'hui, on ne serait pas content de gagner 6 ? Benjamin, pour terminer, c'était passionnant cet échange. On a appris plein de trucs, je te remercie. C'est quoi le rapport, la réflexion en amont avant d'avoir rejoint le groupe Premium ? C'est quoi ? C'est de multiplier les chances du possible ? C'est agrandir ton réseau, l'écosystème, les interactions ? Oui, je crois que nos métiers, c'est avant tout des métiers d'hommes. Et c'est vrai que le dynamisme du groupe Premium, l'ambiance dans les équipes, c'est très impressionnant et on a envie qu'ils nous emmènent dans leur énergie et qu'ils nous traînent avec eux. Ça vous apporte et qu'on essaye, nous, autant que possible, de leur apporter des solutions intéressantes pour les clients finaux. Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Billard, directeur général d'Amiral Gestion. Évidemment, tu es sur les réseaux. Directeur général délégué. Délégué, mais je ne savais pas, tu m'as demandé tout à l'heure, j'ai hésité. Ok, je reprends directeur général délégué. Sur LinkedIn, vous avez un Insta ? On n'a pas d'Insta, on a un LinkedIn et on essaye de le rendre aussi attractif possible. Donc n'hésitez pas à les regarder. Deux mots, 2 secteurs porteurs obligataires. Là. Allez, 2 idées que tu aurais, 2 tuyaux. 2 tuyaux, Sextant 2027, notre fonds. Et là, de manière plus large, j'ai envie de dire aussi aux conseillers en gestion de patrimoine de regarder des fonds. Et je ne vais pas parler que du mien qui s'appelle Sextant Grand Large, mais de regarder tous les fonds flexibles diversifiés. C'est vrai que les taux avant à 0 ont pénalisé ces fonds-là. Et aujourd'hui, je pense que tous les moteurs sont ouverts pour que ces fonds qui ont très très bien performé par le passé, qui allient un rendement risque-performance tout à fait intéressant pour les partenaires, retrouve ses lettres de noblesse et je pense qu'on a quelques belles années sur ces fonds flexibles diversifiés comme Sextant Grand Large. Bon, écoute, merci en tout cas pour ces petits tuyaux et puis à bientôt pour des nouvelles actualités. Merci à toi, très bientôt. Salut. Merci Benjamin.